Bonjour à tous, je viens de lire La résistance indienne aux États-Unis d'Elise Marienstrass. Alors je l'ai lu parce que, je l'ai relu, parce que nous en avons parlé un petit peu dans l'entretien que j'ai eu la chance de réaliser avec Laura Henninger, dans la première partie qui vient de paraître sur la chaîne du Cercle Jean Mermoz. Et je me disais qu'il était intéressant de revenir sur cet ouvrage qui contient pour moi la matière à deux messages très importants en réalité qu'on pourrait tenir aujourd'hui. Alors, Elise Marienstrass est une historienne française qui aujourd'hui a 92 ans, qui est toujours parmi nous, et qui a publié la première monture de ce livre dans les années 80 et qui en a ensuite republié une édition augmentée en 2014, qui est celle que je possède. Le premier message de cet ouvrage, en tout cas ce que j'ai envie de vous dire avec beaucoup de force, c'est que en réalité le génocide amérindien est un échec. Et c'est vraiment quelque chose de particulièrement heureux. Alors évidemment, c'est une chose qui est à nuancer, je vais le faire. Énormément de peuples vivaient aux États-Unis, sur le territoire actuel des États-Unis d'Amérique, avant que les colons européens arrivent. Certains d'entre eux ont totalement disparu. Mais globalement, les peuples amérindiens au sens général ne se sont pas éteints et ne se sont pas autant transformés et acculturés par les États-Unis que ce qu'on pourrait croire. Faire croire le contraire, par contre, constitue une propagande très puissante pour les États-Unis d'Amérique. J'ai envie de dire même que c'est l'étape ultime de la monstrueuse entreprise de dépopulation, de génocide, de vol des terres de ces populations qui est épouvantable. Après avoir échoué, il faut finalement faire croire que l'on a réussi. C'est là le reflet du monde médiatique, le reflet du monde de la communication dans lequel nous vivons, qui finalement, ce dont on n'entend pas parler n'existe pas. Et donc les États-Unis ne parlent jamais des peuples amérindiens actuels, vivant sur leur territoire, s'organisant selon les coutumes et les traditions, et donc en fait les cultures, qui est le vrai mot, d'origine de ces peuples, et résistant à tout prix au modèle général de vie que veut leur imposer l'État et en fait, à travers lui, l'Empire américain, qui est là bel et bien prédateur sur ces populations, sur les terres encore disposées dans ces populations, et sur, finalement, la trahison de tous les traités. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit lorsque je vous avais parlé de Howard Zinn. Je l'avais fait dans ma conférence sur le général de Gaulle, au regard des archives secrètes américaines déclassifiées, vous savez, tirées en partie de l'ouvrage de Vincent Nouzil, où on pouvait s'apercevoir que si un président américain, je disais l'exemple d'Eisenhower qui avait promis d'arrêter les essais nucléaires suite à la découverte des retombées radioactives, et qu'il avait vraiment fait, la reprise par son successeur d'essais, à savoir Kennedy, d'essais beaucoup plus importants, et finalement de l'idée que si un individu peut tenir parole, ce qui est évidemment véritable, la structure même de l'État américain ne le pouvait pas. Et Howard Zinn le démontre dans son Histoire populaire des États-Unis, où il montre que plus de 500 traités, je vous avais donné le nombre exact, ont été conclus entre le gouvernement américain et un ou plusieurs peuples amérindiens durant l'histoire de ces deux entités, en fait de ces multiples entités, des multiples peuples amérindiens et l'État américain, et que finalement l'État américain avait violé petit à petit tous ces traités. Et l'un des derniers à être violé était paradoxalement l'un des premiers à avoir été signé en ce qui concernait un peuple américain dont j'ai plus le nom tout de suite, qui vivait à côté dans l'état de New York, si je me souviens bien. Bref, je vous avais donné l'exemple exact. Et justement, c'est Kennedy qui avait violé ce traité signé par George Washington, le premier président américain. Donc finalement, l'État impérial américain s'est révélé menteur, s'est révélé incapable, tout du moins, de tenir ses accords sur le long terme avec les peuples amérindiens, pourtant plus de 500 signés. Elise Marienstrass, La résistance indienne aux États-Unis, le premier grand message, le génocide amérindien a échoué. Je veux vraiment le rappeler, le redire, je veux le dire plusieurs fois pour qu'on le comprenne. Je vais vous citer ici, là, au tout début de ce livre, il y a une introduction qui rappelle un peu le cadre de ce qui va être présenté, et ensuite il y a qui est en fait le premier chapitre, mais qui est une vaste introduction à l'esprit du livre. Les 7 parties suivantes seront beaucoup plus chronologiques. Et je vais longuement m'étendre sur cette première partie qui est majeure. Je cite : « Pour restituer aux Amérindiens la fonction de sujet de leur propre histoire, le récit de la résistance tenace qu'ils ont menée contre l'entreprise d'extermination et de dépersonnalisation voulue par les Européens est le raccourci le plus commode. Celui qui nous permet d'entendre directement leurs paroles, de les observer dans l'action,
de les retrouver dans leur position de partenaires, dans une histoire commune où Européens et Indiens ont chacun joué leur rôle. Vu sous cet angle, les Amérindiens paraissent exemplaires. Dans un rapport de force de plus en plus inégal à mesure que se développent les États-Unis, ils se sont opposés avec constance au vol de leurs terres, à la violence exterminatrice, à l'anéantissement de leur structure sociale et de leur culture. Ils n'ont jamais définitivement succombé devant la puissance de leur envahisseur, usant, selon la circonstance, d'une extraordinaire habileté à saisir les armes les plus propices. Guerre, guérilla, recours légal, usage inversé de l'acculturation, ressourcement au fond de spiritualités ancestrales. Ellis Marienstrass poursuit. Les problèmes que posent de nos jours les Amérindiens dépassent leur propre communauté, réclamant non pas une intégration égalitaire et uniformisatrice dans la société américaine, mais la reconnaissance de leur souveraineté. Ils posent aux États-Unis un problème à la fois moral et institutionnel, et en fait un problème majeur, un problème capital, un problème effroyable en fait aux yeux du droit américain. Il y a sur leur territoire les peuples ancestraux qui vivaient avant leur arrivée, de cet État hégémonique et impérial qui veut les asservir, et qui a sans arrêt recours aux meilleurs outils et meilleurs moyens qui peuvent s'offrir à eux pour résister à cet empire de domination qui veut les achever, les assimiler intégralement, finir avec cette entité, peu importe les moyens. C'est un enjeu même d'existence pour les États-Unis d'Amérique, que ces peuples amérindiens. Et on va voir, je vais vous le dire tout de suite, que c'est ce problème profond. Alors, si je vais le nuancer, je l'ai déjà nuancé en vous disant que certains des composants de ces peuples amérindiens ont disparu en totalité. J'ai toujours une pensée émue et effroyable pour les Arawaks. Alors là, l'entité américaine n'y est pour rien. Ce sont les Espagnols colonisateurs au départ, à la suite, et Christophe Colomb en étant le premier responsable, en tout cas au moins dans l'ordre, et un des grands dans le génocide général, des Arawaks, un peuple qui a disparu de la surface de la Terre dans des conditions d'épouvante que je n'oserais pas vous dire ici. Allez voir l'existence d'Arawaks. Howard Zinn en parle dans son Histoire populaire des États-Unis. Allez vous renseigner sur les conditions d'effroyable disparition des Arawaks. Une grande quantité des peuples vivants, et là on va s'intéresser plus particulièrement aux peuples étant présents sur le territoire actuel des États-Unis avant que les colons américains arrivent, puisque les peuples amérindiens, on peut considérer l'Amérique au sens des continents nord, centre et sud. Là, c'est une nébuleuse encore plus importante, avec de très grands nombres d'habitants. Mais si on se contente du territoire des États-Unis actuels, au moment où les colons américains arrivent, on estime qu'il y avait de 10 à 12 millions d'habitants, avec des endroits vraiment peuplés, des villes au sens dont on peut parler européen, avec des centaines de milliers de gens rapprochés, qui communiquent, avec des villages liés. Tout ceci est une mosaïque. On parle d'environ 200 langues sur ce territoire, peut-être plus de 500 peuples en eux-mêmes, 200 systèmes de langage. Bon. En 1800, 300 ans après l'arrivée des premiers colons, on estime leur population à environ 600 000. Et pourtant, en 2010, un recensement donne l'existence de pas loin de 3 millions, peut-être 2 800 000, sachant que le recensement est sans doute pas total. On pense qu'il y en a un peu plus et que tout n'a pas été compté. De populations amérindiennes. Donc, il y a une augmentation de ces populations. Le génocide a bel et bien échoué puisque la démographie repart. Je vais vous citer ici quelque chose qui va appuyer mon propos. On pouvait alors évaluer à plus d'1 million, peut-être à 1,5 million une population dite native, que le recensement de 2010, donc là je fais une phrase en cours pour vous introduire le sujet, donnera pour dépasser le chiffre de 2,8 millions, c'est ce que je viens de vous dire, de personnes sur le territoire actuel des États-Unis. La résistance du groupe que manifeste un taux élevé de natalité et une croissance démographique est pourtant contrariée par une forte mortalité infantile, une faible espérance de vie, et la politique de stérilisation forcée entreprise par le gouvernement fédéral pour résorber la pauvreté n'est qu'un des multiples aspects de la résistance et du vouloir vivre indien. Alors bon, c'est un peu décousu ce que je vous ai dit là, mais c'est pour vous illustrer le fait que ces populations croissent malgré leur pauvreté, les conditions d'hygiène déplorables, l'absence d'accès aux soins, enfin tous les problèmes que l'on peut envisager pour des populations qu'évidemment l'État américain fait tout pour défavoriser et dont la pauvreté noire ne fait qu'augmenter. Et pourtant, elles résistent, elles augmentent.
Les militants de l'International Traité Council dénoncent la stérilisation forcée. Selon diverses statistiques, écoutez cette atrocité, 24% des femmes indiennes auraient été stérilisées, comme une forme à peine déguisée de génocide. L'enlèvement des enfants indiens aux familles, en revanche, procède de la part des autorités fédérales de préoccupations sociales certaines, mais tout aussi nocives, parce qu'elles témoignent de l'incompréhension profonde de la société majoritaire envers les valeurs et les structures amérindiennes. Sous prétexte de conditions sanitaires défectueuses, de logements trop exigus, ou même d'une atmosphère psychologique et moralement néfaste, les travailleurs sociaux déplacent les enfants des réserves et les confient à des familles blanches en mal d'adoption ou à des orphelinats. Vous voyez bien là qu'il y a une tentative de dépopulation forcée par une stérilisation forcée, enfin on a envie de vomir, et par l'enlèvement d'enfants. L'oppression subie par les indigènes est avancée comme une raison pour les opprimer encore plus. Ça me rappelle, vous savez, les analyses de sociologue français Loïc Vacan, dans un de ses livres que je vous montre ici, Les prisons de la misère, où il analyse les stratégies que mettent en place les États modernes, et en particulier les États-Unis, pour se débrouiller pour, via des conditions sociales, appauvrir certaines populations, et pour, parallèlement, développer des lois pénalisant les effets de la pauvreté. Par exemple, des lois anti-mendicité, des lois anti-endormissement dans l'espace public. Et pour finalement incarcérer ces populations, là c'était l'objet du livre Les prisons de la misère, mais vous avez aussi une suite des travaux de Loïc Vacan, punir les pauvres. L'État américain en particulier est spécialiste de ça, vous savez, créer les conditions d'une pauvreté, créer ensuite, je vous ai dit, la criminalisation des conditions de cette pauvreté, et pour le plus grand désastre, c'est qu'une fois que les gens sont incarcérés, s'en servir comme travailleurs forcés, et finalement comme main-d'œuvre gratuite ou presque pour des entreprises qui viennent mettre des ateliers dans des prisons, et les prisonniers sont contraints de travailler 10, 12, 14 heures par jour, dans des conditions misérables. Je vais continuer à vous citer ici d'autres choses effroyables. Les Indiens ont le plus faible revenu annuel par habitant, la plus courte espérance de vie, le taux le plus élevé de morts par accident, de maladies de la pauvreté comme la tuberculose, d'alcoolisme et d'années de prison pour les mêmes délits que ceux commis par des non-indiens. Ça, ce sont des statistiques qu'Élise Marienstrass est allée tirer pour nous envoyer cette conclusion effroyable. Que l'on abandonne la vision stéréotypée des Indiens et qu'on leur reconnaisse une identité autre que folklorique ou touristique. Que le gouvernement américain reconnaisse les dettes qu'il a contractées envers les tribus lors des traités et qu'il leur restitue leurs droits et leurs possessions, alors, nous dit Élise Marienstrass, les Amérindiens apparaîtront comme ce qu'ils sont, l'un des peuples les plus tenaces d'Amérique, l'un des plus originaux par sa culture et ses formes de revendication, un peuple fait de nations qui réclame le droit de disposer d'elle-même, c'est-à-dire en premier lieu de parler pour elle-même. Voilà comment conclut sa première partie. Élise Marienstrass, et ça m'inspire, vous savez, c'est une résilience effroyable. Les peuples qui luttent contre les empires et qui triomphent des empires font preuve de résilience acharnée. Je pense évidemment au peuple français qui a lutté depuis des centaines d'années contre différents impérialismes qui ont voulu les soumettre, que ce soit les impérialismes allemands avec les formes les plus abjectes que peuvent être le nazisme, que ce soit l'impérialisme britannique avec la guerre de 100 ans, je pense à des résistances étonnantes de dernière minute. Je pense à Jeanne d'Arc et vous verrez que notre histoire a un lien avec cet aspect mystique de l'histoire de France. Je pense au peuple vietnamien que nous évoquerons dans la troisième partie avec Laurent Henninger de l'entretien que j'ai eu la chance de réaliser avec lui, et sa résistance incroyable face à l'acharnement de cet empire qui a bombardé sur son territoire plus de bombes que durant toute la Seconde Guerre mondiale réunie, avec en plus de ça divers produits chimiques. On parle de l'agent orange, des millions de litres déversés, de tonnes et de tonnes pour défausser. Ce sont des exfoliants anti-végétation pour que tout meure. Mais l'agent orange n'est qu'une substance parmi d'autres, qui est là aussi l'arbre qui cache la forêt. De quantité de substances différentes, chimiques, que les Américains ont larguées pour essayer de détruire la forêt sur place. C'est des choses énormes. Une des leçons à tirer dans la résistance indienne aux États-Unis et dans l'étude que nous pouvons en mener, c'est finalement la révélation de méthodes impériales qui sont réemployées par l'Empire à des échelles différentes, dans des périodes différentes, contre des peuples différents. Et plusieurs d'entre elles, dans cette introduction si riche,
Je vais vous les révéler avec des petites lectures. Mieux valait, pour son éducation, ne pas compliquer les choses et expliquer clairement aux garçons ce qu'était un Indien et ce qu'on pouvait en attendre. Là, nous aurons un retour en arrière. Évident. Ainsi, le pionnier qui, dans sa jeunesse, se montrait avide de savoir, n'entendait de ses maîtres, les vieux chroniqueurs de la forêt, que des récits sur le mensonge, la rapine, la tricherie des Indiens, la fraude et la perfidie indienne, l'absence de conscience morale chez les Indiens, le goût du sang, le caractère diabolique des Indiens. Il apprenait dans la même leçon qu'il faut aimer son frère et qu'il faut haïr l'Indien. Une déshumanisation évidente, couplée à une culpabilisation justifiante et légitimante toutes les atrocités. Vous savez, c'est des méthodes remployées constamment. C'est l'idée d'être dans la réaction plus que dans l'action. On va en voir d'autres exemples. L'idée de se défendre plutôt qu'attaquer, vous voyez. Ça va se passer ça sur des provocations. Les empires sont coutumiers, l'Empire américain emploie ça très régulièrement dans son histoire. Il provoque, il rend sa situation insupportable aux yeux de ceux qu'il veut agresser. Au bout d'un moment, ceux-ci réagissent. Et comme souvent, les réactions sont disproportionnées, maladroites, peuvent comporter des parts de terreur et d'horreur. Et s'entissent ensuite comme prétexte, regardez ce qu'ils ont commis comme horreur, justifiant toutes nos réactions. Les mêmes processus qui reviennent. La jeune nation, construite sur des principes idéologiques et institutionnels, cherche à se donner des bases territoriales qui la rendront juridiquement et culturellement incontestables. Une autre stratégie que ce que je viens de vous révéler. Refuser aux Indiens le droit d'occupation des terres en prétendant qu'ils ne les cultivaient pas. Puisqu'ils ne les cultivent pas, ils n'ont pas le droit d'être là, très bien. Vous voyez la justification. Leur dénier toute culture et même toute humanité. C'était légitimer l'appropriation juridique du territoire par la nation américaine. C'est donc en toute logique qu'une personnalité influente comme l'était Hugh Henry Brandreth, donc c'est là un écrivain et un journaliste de renom dans les années 1780, et qui était installé dans la ville frontière de Pittsburgh, où des accrochages avec des Indiens liés aux expéditions punitives que les Américains menaient en terres indiennes, qui sont en fait des élans massacrants, je ne sais pas comment le définir. Vous voyez comment tout ça poursuit. On peut dire que l'agriculture et la mise en valeur donnent... Ça, c'est un extrait de cet homme que je viens de vous dire, qui justifie comme ça les massacres chez les Indiens. On peut dire que l'agriculture et la mise en valeur donnent un droit de propriété sur la terre. Quel usage ce troupeau annelé, zébré, tacheté, moucheté fait-il du sol? Le cultive-t-il? Que penseriez-vous de l'idée de vous rendre au lieu où les bêtes se rassemblent pour s'abreuver et de vous adresser au grand buffle pour le prier de vous céder un peu de terre? En ce qui concerne les traités de paix avec cette race, on peut y opposer plusieurs arguments. Ils ont une forme humaine, et peut-être appartiennent-ils à l'espèce humaine, mais dans leur état présent, ils se rapprochent plutôt du diable. Les tortures qu'ils pratiquent sur le corps de leurs prisonniers justifient qu'on les extermine. Bestial ou démoniaque, dépourvu de toute civilisation ou plongé dans une culture archaïque, voilà comment poursuit notre homme. L'Indien figure dans la mythologie, le folklore et la littérature américaine l'obstacle que la nature, ou Satan, a placé sous les pas du pionnier pour éprouver sa valeur. La mauvaise herbe qu'il faut arracher pour faire fructifier le sol. Il est au mieux le propriétaire abusif d'un territoire dont les États-Unis doivent se rendre maîtres. Avec leur cruauté, leurs cris de guerre inarticulés, la perfidie de leurs techniques de combat, leur cannibalisme latent, les sévices que dans tous les récits ils font subir aux femmes et aux enfants blancs, les Indiens de l'imaginaire blanc sont la forme visible des instincts les plus bas, les plus haïssables de l'humanité, ce que la chrétienté et la civilisation occidentale combattent sans cesse. Voilà le terreau de toutes les justifications ignobles, de leur extermination la plus dure, la plus répétée, la plus agressive. Donc on a là, je vous ai dit, des techniques pour légitimer l'appropriation des terres, pour créer un antagonisme fédérateur à ce ciment qui va créer les États-Unis, pas le seul bien sûr, mais l'un d'entre eux. Le génocide, intenté sciemment à partir du milieu du siècle, prend le nom de guerres indiennes. Là aussi, il faut habiller, marquer de mots sympathiques, des entreprises atroces. Voilà ce que ça sous-tend. La supériorité technologique des troupes américaines est oblitérée au profit de la description de l'affrontement entre combattants valeureux. Une autre technique. Là aussi, pour fédérer le courage américain, en fait, c'est simplement la supériorité technologique.
Et là aussi, nous en avons parlé dans l'entretien avec Laura Henninger sur le fait qu'au bout d'un moment, tous les peuples qui n'ont pas fait le virage de l'arme automatique et tout, sont condamnés face à des peuples qui ont une mitrailleuse lourde. Comment voulez-vous lutter? Enfin, toute la propagande, le cinéma et Hollywood reprendra ça, avec des westerns qui reprennent ces scénarios qui ne sont que des mensonges justifiant des massacres. Donc valorisation et courage absurde pour la nation américaine alors qu'il s'agit de massacres de peuples technologiquement inférieurs. Dans la société américaine plus récente, les Amérindiens ont une image dans les livres scolaires et dans les documentaires de peuples inutiles, responsables de leur propre pauvreté, de leurs conditions misérables, des peuples fainéants, peuplés d'individus inadaptés, ne souhaitant pas s'adapter, ne faisant pas d'efforts. Vous voyez, c'est un langage très contraignant là aussi du capitalisme qui nous conçoit comme des êtres échangeant leur force de travail et ne légitimant par là finalement le seul véhicule de légitimant leur existence. C'est aujourd'hui, si on n'échange pas sa valeur de travail contre un salaire, il est normal que tout, on entend des discours, les pires discours, les indemnités chômage, le RSA, tout ça doit prendre fin. Fait mourir de faim dans la rue en étant condamné parce qu'on n'a pas le droit de dormir dans l'espace public. Voyez ? Voilà la direction de ceux qui refusent de s'accoutumer. Donc les Amérindiens, eux, finalement, sont victimes de cette propagande parce que ils sont montrés comme les vestiges d'un monde archaïque et décadent, parce que c'est l'image que le vainqueur donne aux survivants du vaincu, qui refusent de s'assimiler parce que différents, ayant une autre conception de la vie, et souhaitant la garder, la préserver, l'inculquer à ses enfants. Donc voilà. La première partie donc introduit le sujet, je viens de vous en citer quelques extraits. Les 7 parties suivantes, je vous l'ai dit, du livre sont chronologiques et reviennent de l'arrivée des Européens jusqu'au début du XXIe siècle sur les rapports entre les colons, puis l'État américain, puis et les réserves indiennes, et tous les traités qui ont été violés les uns après les autres, se reporter à Howard Zinn pour avoir un complément d'histoire là-dessus. Une histoire très méconnue, ponctuée d'événements effroyables, de massacres et d'injustices, qui nous montre les stratégies utilisées contre les Amérindiens, qui sont là aussi des méthodes impériales, j'en ai déjà parlé, réemployées par la suite. C'est aussi une histoire incroyable, ponctuée de prophètes, ponctuée de mystiques, ponctuée de prophéties, ponctuée de résistances étonnantes, où des guerriers amérindiens technologiquement inférieurs ont pourtant triomphé à de nombreuses reprises contre l'armée américaine, bien armée, équipée, technologiquement supérieure en nombre. On a des victoires amérindiennes incroyables, avec des taux de perte. Les Amérindiens commencent une bataille à 2-3 fois moins nombreux, ils ont 24 morts, les Américains se replient avec 200 morts. Il y a des combats de ce genre. On a un peuple d'un grand courage, qui a résisté comme il a pu. Et cette histoire n'est pas sans rappeler l'histoire de France, qui elle aussi est ponctuée de prophètes, ponctuée de mystiques. Et je pense à Jeanne d'Arc que j'ai déjà cité, et là je vais vous faire une dernière citation, mais qui va être plus longue que les autres. Tout ne sera peut-être pas hyper clair, et des références que vous aurez peut-être pas à certains moments, mais gardez patience parce que le cœur de ça rejoint la France, rejoint un monde mystique. Écoutez, je vais vous lire ça, et puis vous en penserez chacun ce que vous en voulez avec votre personnalité, et voilà. On est en 1754, et c'est là où débute la guerre dite de 7 ans. Nommée French and Indian War par les colons anglais, la guerre de 7 ans, donc en commençant en 1754, entraîna en effet la plupart des nations indiennes de l'intérieur du continent, les divisant et semant le désarroi chez beaucoup d'entre elles. À la fin des hostilités, lorsque la France, après avoir subi défaite sur défaite, dut se retirer du continent, les Amérindiens se retrouvèrent dans une situation dangereuse. Autant les tribus alliées des Britanniques que celles qui avaient fait cause commune avec les Français avaient tout à craindre des colons désormais débarrassés des entraves françaises. Ce que montre cette histoire, c'est que la fin de l'occupation française lève l'un des remparts au malheur qui vont s'abattre sur les peuples amérindiens. En 1762 et 1763, 2 mouvements conjoints tentent de remédier à la fois à la démoralisation interne des tribus et aux empiètements des envahisseurs blancs. Le grand réveil religieux suscité par le prophète Delaware et la guérilla généralisée dite faussement rébellion de Pontiac sont 2 aspects d'une première volonté de panindianisme qui aura des suites tout au long de l'histoire amérindienne.
Durant l'hiver 1762, Néolin, un prophète de Delaware, eut une vision. Après maintes péripéties, il rencontra le maître de vie, qui lui dit, alors ça c'est ce que cet Indien a prétendu que ces visions lui ont apporté. Avant de vous citer ça, il existe des documentaires, peut-être je vous mettrai un lien là avec un travail un peu de post-production, un lien, si je retrouve un documentaire en particulier dont j'ai souvenir, qui retrace la vie de l'un des prophètes qui est incroyable. Quelqu'un qui était alcoolique, quelqu'un qui était perdu, dont tous les discours témoignent de quelqu'un, d'un être misérable parmi les Amérindiens, sans morale, un être mauvais, perdu, alcoolique. Et qui spontanément s'est relevé un jour, profondément transfiguré, en disant à tout le monde, pendant mon sommeil, le maître de vie m'est apparu, il m'a demandé plusieurs choses précises, voilà ce qu'il va falloir faire. Et la personne en était totalement une autre. L'alcool est un outil impérial, qui dévoie la jeunesse, qui dévoie l'esprit, qui avilit, qui fatigue les organismes, qui accélère le vieillissement. L'une des histoires, ainsi, voilà ce que Néolin prétend que le maître de la vie lui a dit. Je suis le maître de vie. Je suis le créateur du ciel et de la terre, des arbres, des lacs, des rivières, des hommes et de tout ce que tu peux voir au ciel et sur la terre. Et parce que je vous aime, vous devez faire selon ma volonté et éviter ce que je hais. Je hais que vous buviez comme vous le faites, jusqu'à en perdre la raison. Je ne veux plus que vous vous combattiez les uns les autres. La terre sur laquelle vous vivez, je l'ai faite pour vous, et non pas pour d'autres. Pourquoi donc souffrez-vous que les Blancs habitent vos terres? Je sais que ceux que vous appelez les enfants de votre Père Tout-Puissant pourvoient à vos besoins. Mais, si vous n'étiez pas mauvais comme vous l'êtes, vous sauriez vous en passer. Avant l'arrivée de ceux que vous nommez vos frères, n'aviez-vous pas votre arc et vos flèches pour trouver votre subsistance? Vous n'aviez alors besoin ni de fusil, ni de poudre, ni d'aucun autre objet. La chair des animaux constituait votre nourriture, leur peau votre vêtement. Mais quand j'ai vu comme vous incliniez à faire le mal, j'ai déplacé les animaux vers la profondeur des forêts, et vous êtes devenus dépendants de vos frères. Redevenez bons et faites selon ma volonté. J'interdis désormais que vous souffriez la présence des enfants de votre Père parmi vous. Je les aime, ils me connaissent. Ils m'adressent leurs prières, je pourvois à leurs besoins et je leur donne ce qu'ils vous apportent. Mais il n'en est pas de même avec ceux qui viennent vous troubler dans vos possessions. Rejetez-les, faites-leur la guerre. Je ne les aime pas, ils ne me connaissent pas. Renvoyez-les vers les terres que j'ai faites pour eux et qu'ils y restent. Alors évidemment, on a tous à l'esprit les paroles de Jeanne d'Arc quand on lit ceci. Dans un autre temps, sur un autre contexte, avec des populations venant à peu près des mêmes endroits pour autant. Tout ceci est fortement imprégné de concepts chrétiens, qui avaient déjà forcément influencé, forcément les individus à l'origine de ces textes. Voilà, et d'ailleurs, Élise Magrenstras, c'est la phrase qui suit. Fortement imprégné de concepts chrétiens. La doctrine de Néolin est cependant avant tout une tentative pour briser le cercle de l'acculturation, pour revenir à la culture originelle en la transformant, et pour redonner leur dignité aux tribus en voie de dépersonnalisation. Perçue comme une doctrine de combat, la religion du prophète Delaware gagnera rapidement de nombreux disciples qui la prêcheront de village en village. À la même époque, un autre prophète révèle une vision semblable chez les Iroquois, Onondaga, préparant, écrit l'ethnologue Anthony Wallace, la voie au grand prophète Sénéca Ansom Lek. Il y a quand même beaucoup de prophètes, de gens qui ont prétendu parler à ce maître de vie, avec des messages se rejoignant, se couplant, et faisant un peu penser aux mystiques chrétiennes. La révolte de Pontiac, on a vu qu'il ne fallait pas l'appeler comme ça, mais enfin c'est ainsi que se poursuit le texte. C'est aussi, d'après Anthony Wallace, aux Iroquois Sénéca que revient l'initiative du grand soulèvement, qui est dit donc de Pontiac. Dès 1761, les Sénécas envoyaient une ceinture de wampums rouges, donc ces couleurs de guerre, à Détroit où avaient accès les Delaware, les Shawnees, les Ottawa, les Hurons, les Chippewas, les Potawatomi, exhortant toutes ces tribus à se joindre aux 6 nations pour expulser les Anglais des forts de l'Ohio et des Grands Lacs. Le mouvement sera repris 2 ans plus tard et englobera alors l'action plus ponctuelle du prestigieux chef Ottawa Pontiac. Le 5 mai
1763, devant un conseil réunissant les émissaires de 18 nations indiennes, Pontiac démontrait que l'ennemi était l'anglais et que pour lui faire face, les Amérindiens unis s'étaient donné un chef religieux et un chef de guerre. Il est important pour nous, mes frères, que nous balayions de nos terres cette nation qui ne cherche qu'à nous détruire. Voilà ce que leur dit leur chef. Vous voyez comme moi que nous ne pouvons plus recevoir d'approvisionnement des Français, comme autrefois. Les Anglais nous vendent la marchandise 2 fois plus cher, et leur matériel ne vaut rien. À peine avons-nous acheté une couverture pour l'hiver qu'il nous faut la remplacer. Lorsque nous devons nous ravitailler avant nos quartiers d'hiver, ils ne nous font pas crédit, comme le faisaient les Français. Lorsque je dis à un chef anglais que quelques-uns de nos camarades sont morts, au lieu de pleurer les morts comme nos frères les Français le faisaient avec nous, il se moque de moi et de vous. Ça annonce le deuxième grand message de cette vidéo que je voulais vous donner, qui est évidemment un lien avec nous et l'histoire de France. Je vais finir de lire et je vais vous dire. Eh bien mes frères, il nous faut jurer leur ruine. Nous n'attendrons pas plus longtemps et rien ne nous arrêtera. Ils sont peu nombreux et nous pouvons les vaincre facilement. Toutes les nations qui sont nos amis leur ont porté des coups. Pourquoi ne pas faire de même? Ne sommes-nous pas des hommes comme eux? Ne vous ai-je pas montré les ceintures de guerre que j'ai reçues de notre père très grand, le Français? Il nous a dit de combattre. Pourquoi ne pas écouter ses paroles? Que craignons-nous? Combattons tous ensemble. Rappelez-vous ce que le maître de vie a dit à notre frère, le loup, et à leurs propos et aux nôtres. J'ai envoyé un message et des ceintures de guerre à nos frères les sauteurs de la Sagno et à nos frères les Ottawa de Michelmakia, ainsi qu'à ceux qui habitent à l'embouchure de la rivière, pour qu'ils se joignent à nous. En les attendant, commençons l'attaque. Pardonnerez pour mon incapacité à bien lire tous les noms des peuples et des tribus indiennes et des Amérindiens. Les premiers mois de la guerre de Pontiac, au printemps et dans l'été 1763, vinrent les succès répétés des tribus confédérées. Les forts anglais tombèrent les uns après les autres, sauf Détroit, qui dut subir un siège de 8 mois. La situation se retourna à la fin de l'été, lorsque, sur le conseil de son adjoint, le colonel Henry Bouquet, Lord Amherst, souffrit qu'on fit parvenir des couvertures infestées du microbe de la variole au Delaware en guerre, de sorte que l'épidémie ravagea les rangs des guerriers indiens. Un crime dont je ferai part dans une série que je vous sortirai avec plusieurs épisodes sur les crimes des empires anglais, britanniques et américains. Voilà l'un des crimes fondateurs de l'empire américain, fait et commis par les Anglais, inoculer volontairement la variole à leurs ennemis amérindiens qui pourtant sur leur propre sol n'étaient là que dans la tentative de fédérer autour de plusieurs de leurs peuples encore debout une nation amérindienne. Que l'histoire fut différente si cette nation eut vu le jour. Malgré son échec final, la révolte eut des conséquences importantes sur l'histoire du continent, et ça rejoint l'un des propos que nous avons tenus ensemble avec Laura Henninger. En septembre 1763, le roi George III, dans sa fameuse proclamation, tenta d'arrêter l'avance des colons au-delà des Appalaches, traçant une limite formelle entre les possessions coloniales et les territoires des tribus indiennes, dont il reconnaissait la souveraineté. Et c'est là l'acte des Anglais, comprenant qu'il y avait la matière à respect, comprenant qu'il y avait la matière à arrêt des colonisations, ainsi que pour d'autres raisons, impériales par ailleurs, dont Laura Henninger vous a donné certaines avec sa conceptualisation des espaces fluides et de l'impérialisme britannique comme se concevant ainsi. La proclamation de 1763, qui limite donc l'ambition des colons et des spéculateurs, est l'une des causes principales de la révolte et de l'indépendance des colonies anglaises d'Amérique, bien évidemment motivée par les riches colons et spéculateurs sur ce territoire-là, qui n'avaient pas du tout l'intention d'écouter le maître anglais lointain, qui empêchait là l'une de leurs ambitions, qui était de tout dévorer. Et donc, le deuxième message, après vous avoir montré que les peuples amérindiens subsistent encore aujourd'hui et constituent une épine dans le pied majeure pour l'empire américain actuel et pour la nation américaine, nous, la France, victime aussi de cet empire qui nous a envahis, qui cherche à nous détruire, lui aussi, avec les mêmes méthodes, par l'acculturation, avec ce globish, et son aspect totalitaire, c'est-à-dire tous les aspects de nos vies sont petit à petit remplacés par des morceaux en provenance de cet empire.
vêtements, nourriture, mode, intérêt, divertissement, tout ce que vous voulez. Nous, Français, victimes de l'Empire, avons complètement oublié l'existence de nos frères amérindiens. Vous voyez comme ils parlent de nous, dans l'extrait que j'ai tenu à vous lire. Pourtant, si proche de nous et de nos intérêts actuels, ayant le même ennemi, qui n'est pas évidemment le peuple américain, que je respecte et que j'aime profondément, j'aime tous les peuples, mais qui est l'Empire américain, cette nation devenue impériale. Et donc, je pense depuis très très longtemps, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que l'un des signes que la France sera redevenue indépendante sera la proclamation, par l'un ou plusieurs de ses représentants, adressée au monde, que la France reconnaît la souveraineté pleine et entière des nations amérindiennes, auxquelles elle rappelle son amitié la plus franche, issue d'une histoire commune de respect mutuel. Bien évidemment, il y a eu aussi des torts et des erreurs, qu'il faudra dire et demander pardon. Et pour, envers ces nations amérindiennes, garantir un soutien indéfectible de la France, le plus ferme, et le plus amical et le plus déterminé, dans l'intérêt de nos prospérités mutuelles. Quel bonheur pour le monde si des nations amérindiennes pouvaient se lever avec un territoire défini, avec une place aux Nations Unies, avec un regard différent sur le monde, avec des coutumes triomphantes de 500 ans de massacres et de malheurs. Les soutenir relève de la justice, de la morale, de la bienveillance, et tout à la fois constitue une arme formidable contre notre ennemi commun, l'Empire, dans sa dimension totalitaire, et non, encore une fois, personnelle, respect envers tous les peuples, et évidemment, envers le peuple américain. Quelle épine dans le pied pour l'Empire américain. Le problème profond et majeur, dont je parlais au début de cette vidéo. Voilà pourquoi il vaut mieux laisser croire que l'extermination a fonctionné. Surtout pas de réveil, encore moins international, de cette affaire ennuyeuse et terrible qui forcerait à tous à reconnaître l'évidence. Vous avez effroyablement traité les gens originaires de ce territoire depuis 500 ans et 300 ans de votre existence légale et affirmée. Il serait peut-être temps de dire pardon, de reconnaître un territoire et de respecter en fait. Quelle résilience et quelle lucidité de ces peuples amérindiens qui, sur place, luttent depuis des centaines d'années contre ce monstre et subit tant de malheurs, de souffrances, de massacres et de tortures. Je vous invite à lire la chronologie de cette résistance. Je vous invite à regarder des méthodes, en particulier en croisé avec les prisons de la misère. Et j'ai pas préparé, j'ai tort, je vous le mettrai en incrustation. Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis, en plus il doit être juste derrière moi. C'est un livre clé extraordinaire d'Howard Zinn. Peut-être est-ce là finalement... Les peuples amérindiens, parmi les peuples les plus proches du nôtre, du peuple français, qui existe sur Terre. Et un axe d'avenir du monde entier impérial, qui est l'amitié, aux yeux du monde, des peuples amérindiens et du peuple français, tout de libéré, de l'entité qui cherche à les asservir et à les détruire, l'Empire américain, et non pas le peuple américain, pour lequel j'ai tout respect. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Désolé pour l'absence de vidéo depuis un moment, situation personnelle difficile, je vais pas m'étendre. J'ai beaucoup de choses prêtes à sortir, que j'attendais la sortie de cette chance que j'ai eue de faire cet entretien avec Laura Inninger pour vous envoyer quelques vidéos dans les semaines qui vont suivre, en particulier sur les crimes de guerre, vous allez le voir. La suite de cet entretien, pour ceux qui verront cette vidéo dans les jours prochains, sort donc là jeudi et vendredi, les deux parties suivantes, la deuxième sur la chaîne du Sergent Mermoz et la troisième sur ma chaîne ici. Je vais prioriser le fond sur la forme, j'ai pas beaucoup de temps, et puis si certains veulent m'aider pour X ou Y raison, ont envie de discuter avec moi, me donner des conseils, ce qu'ils veulent discuter, qu'ils me demandent mon Discord en commentaire, n'oubliez pas que vous pouvez donc commenter cette vidéo, mettre j'aime, partager, dire si vous appréciez ou pas, ce que vous souhaitez que je fasse pour la suite, et me faire des dons si vous estimez que mon travail mérite d'être poursuivi. Merci à tous, à très vite.